Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, on reçoit un garçon. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de garçon. Anil est avec moi aujourd'hui. Bonjour. Hello. Le check du coude. Voilà. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va très bien. Merci de me recevoir. Avec plaisir. T'as fait bon voyage? Écoute, oui, hein, comme d'habitude, à chaque fois depuis Montpellier, 3h30, masque, sans clim. Oh, on adore. On a connu mieux, hein. Et de nouveau 3h30 aujourd'hui. Ah, bah, écoute, c'est un plaisir. Je te remercie quand même d'être venu. Je suis très contente de te recevoir déjà parce que je t'apprécie, premièrement. C'est gentil. Suisse et indien-italien. C'est ça. En fait, donc mon père est italien et ma mère est indienne. Et je suis né à Genève en 90, ça va faire 30 ans bientôt. Et voilà, j'ai grandi là-bas une bonne partie de ma vie. Ouais. T'as été un peu en Inde ou pas? J'ai été, alors quand j'étais jeune, j'avais 9 ans, la première fois que j'y suis allé, j'étais allé avec ma famille et tout, et grosse claque, hein, 9 ans, en plus quand tu viens de la Suisse, c'est vraiment une nuance qui est très très grande, tu vois. Moi j'étais en école privée quand j'étais jeune, j'ai eu la chance d'aller en école privée et tout, t'arrives en Inde, t'es en mode, ah oui, il se passe d'autres choses dans le monde, et ça a été une très bonne claque je pense, à 9 ans, et j'y suis retourné là en 2018 pour mon projet du coup d'essai de merveille, et ça n'a pas changé, et c'est toujours aussi... malheureusement pauvre. Mais parce que quand tu as été en Inde, parce que tu sais, en Inde, tu as quand même des quartiers plus riches, plus occidentalisés, et puis des quartiers très pauvres. La famille dans laquelle tu as été, c'était dans des quartiers un peu compliqués ou c'était dès que vous sortiez en fait? Non, c'est vraiment le côté quand tu sors, quoi. Ouais. Genre, on était dans des... En fait, la nuance en Inde est incroyable parce que tu vas dans un hôtel qui est somptueux, tu ouvres les portes, c'est la famine, quoi. C'est vraiment genre, t'as cette nuance qui est très très forte en Inde. Et moi, à l'époque, j'avais été à Delhi, il me semble, si je me souviens bien, quand j'étais jeune. Et t'as vraiment ce truc où, quand tu te balades dans les rues, t'as des mendiants partout, entre les voitures. Enfin, c'est vraiment un truc, quand t'as 9 ans, ça met une claque, quoi. Est-ce que tes parents ont inclus leurs origines, donc que ce soit indienne ou italienne, dans ton éducation? Déjà, dans l'apprentissage des langues, oui, parce qu'en fait, ma mère n'est pas de langue maternelle française, elle est de langue maternelle anglaise, et mon père, italienne. Donc, en fait, ils m'ont appris l'italien et l'anglais avant même que j'ai 3 ans. Okay. Donc en fait, j'ai 3 langues maternelles parce que vraiment le français, l'anglais et l'italien, je le parlais couramment à 3 ans, quoi, 3-4 ans. Et après, j'ai continué à le faire à l'école, donc ça m'a vachement aidé. Et après, dans la culture, surtout dans la bouffe, hein, dans la bouffe indienne et italienne, plutôt pas mal. Après, pas spécialement. Après, j'ai eu une éducation assez classique. Voilà, quoi. T'avais des frères et... Enfin, t'as des frères et sœurs? Non, mais je suis fils unique. Fils unique. Voilà, et puis c'est pour ça que je m'ennuyais quand j'étais gamin, donc je joue aux jeux vidéo, et puis ce qui a fait, je crois, ma carrière, donc peut-être pas plus mal d'un côté. T'as suivi quoi comme parcours, comme formation scolaire? Alors, moi j'ai fait, donc en Suisse, c'est un peu particulier, donc ça s'appelle pas un bac, ça s'appelle une matu, donc maturité de son nom complet. Et en fait, c'est un cursus un peu, pas vraiment différent, mais moi j'ai fait une matu biochimie, donc... rien à voir, je me souviens de rien, il n'y a pas de... rien du tout. Et ensuite, après, j'ai attaqué un peu l'université, c'était pendant cette période-là où j'ai commencé aussi un peu YouTube. J'ai fait au début, j'avais fait de HEC, assez classique. J'ai fait 8 mois, j'ai arrêté. Parce que j'en pouvais plus, c'était pas du tout un truc que je kiffais. Après, j'ai fait informatique. J'ai fait 1 mois, j'ai arrêté, parce que là, la prog et tout, c'est pas pour moi. Et après, j'ai fait du game design, donc la création de jeux vidéo. Ah, donc là, quand même, il y avait eu un rapport. Parce qu'en fait, un petit délire, quand même. Il y a eu un petit délire jeux vidéo, et parce que là, j'avais déjà commencé YouTube, et j'ai toujours aimé les jeux vidéo. Donc, en fait, j'avais commencé ce game design, et j'en ai fait 1 an, donc j'ai validé 1 année. C'était un cursus sur 2 ans. Et en fait, j'ai jamais fait la 2e année, parce que j'ai arrêté pour me consacrer à YouTube. Okay. Et ils m'attendent toujours quand je retourne à l'école. Ça fait depuis 2013, donc il faut toujours attendre. À quel moment t'as fait le switch entre vraiment que YouTube devienne ton métier, en fait, entre les études et YouTube? Je pense que c'était ce moment-là. En fait, le côté où je commençais à être rémunéré grâce à YouTube était en 2012. Mais bon, la première fois, j'ai gagné 35 €. Tu vois, donc j'étais pas en mode waouh, j'ai envie de faire carrière. Et du coup, en fait, en 2013, quand j'avais justement ces études de game design, j'aimais bien faire ça, mais ça commençait aussi un peu à marcher YouTube. Je commençais à voyager et on m'invitait surtout à visiter les salons de jeux vidéo et de développement de jeux aux États-Unis. Et du coup, ça collait avec mes études, mais je loupais trop les cours. Parce que j'avais vraiment beaucoup de voyages et en fait je me suis dit c'est pas possible, je peux pas allier les deux. Du coup j'ai arrêté, je me suis consacré à 100%. Et à ce moment-là, ta seule source de revenus entre guillemets sur YouTube, c'était les vues YouTube? C'était les vues YouTube, okay. Parce qu'en fait les partenariats ont commencé à peu près la même année. C'était des petits partenariats, tu vois, c'était des trucs... je me souviens du premier partenariat que j'ai eu, c'était une société qui s'appelait Gamoniac, le concept c'était qu'en gros tu pouvais louer des jeux
à la semaine et les rendre. C'était vraiment un truc. J'étais rémunéré sur le nombre de mecs qui louaient des jeux. Et c'était le premier partenariat que j'ai eu. Et c'était rien, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi le type de partenariat que tu as sur tes réseaux un peu de. Bon, c'est un peu de tout. J'avoue qu'en ce moment, je fais pas mal de tech, du coup, parce que je travaille pas mal avec des marques de téléphone, d'ordinateurs. J'ai eu un gros partenariat avec Intel. Ouais. Et après, il y a aussi, je travaille avec Gillette. Il y a eu vraiment pas mal de trucs assez variés. Le côté Gillette, c'est un peu plus lifestyle. Un peu des marques de fringues, mais moins, même peu. Et les sneakers, rien du tout. Hein. J'en fais plein, mais rien du tout. C'est un monde où c'est vraiment assez spécifique, donc pas beaucoup les sneakers, mais voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait comme petit boulot avant que justement tu puisses faire des partenariats, que tu puisses vivre de la création de YouTube? C'est quoi les petits boulots d'Anil? Où est-ce qu'on pouvait retrouver Anil? J'en ai fait 2, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu un qui était dans un cinéma, donc un cinéma pâté où j'ai fait tous les jobs. Hein. J'ai fait, tu faisais tout, nettoyer les salles, vendre les pop-corn, vendre les billets, tout ça. Donc c'était un peu fun. Et avant ça, j'ai eu un petit job d'été avec un pote qui avait une société où je faisais de la saisie informatique. Et c'était simple et efficace, quoi. Et puis franchement, le cinéma, c'était fun. Alors, c'est le pire métier pour un truc, t'es spoil de tous les films. Ah ouais. Parce qu'en fait, quand tu dois aller nettoyer les salles à la fin d'une séance, tu dois y aller avant la fin du film. Et tu dois attendre que les gens sortent. Du coup, tu vois toutes les fins de films. Du coup, pendant cette période-là, il y a plein de films que j'ai pas vus. Et le pire, c'est que je bossais quand Avatar et le dernier Harry Potter sont sortis. Et c'était un des pires moments de ma vie, je pense. On s'est fait arracher la tronche et c'était horrible. Voilà. Et j'étais spoil de ces 2 films, d'ailleurs. Écoute, on espère que maintenant, tu as le loisir d'aller au cinéma sans être spoil. C'est ça, en exactement. pensant, et tu peux leur dire, en passant devant eux, écoutez, dommage, vous allez être spoil. C'est ça. Et c'est surtout qu'en plus, maintenant, j'ai vraiment beaucoup de respect parce que, tu sais, quand tu fais ce job-là, tu dois nettoyer et tout. Donc, les gens qui foutent des pop-corn partout, c'est vraiment hyper irrespectueux parce que t'as quelqu'un qui passe derrière, quoi. Parce que quand tu fais ce genre de taf, mais que ce soit ça ou autre chose, tu te rends compte vraiment de ce que c'est, comme les gens qui bossent chez McDo, tu vois, je pense que quand eux vont chez McDo, ils se rendent compte ils doivent être hyper sympas, c'est clair, mais c'est logique. Hein. Quand tu as commencé ta chaîne gaming, qu'est-ce qui te plaisait dans le gaming? Qu'est-ce que tu aimais? Globalement, jouer. Déjà, de base, j'ai toujours été un gamer. J'ai eu ma première console à 4 ans. Mes parents m'avaient acheté ça à 4 ans avec Super Mario. Et après, ça s'est enchaîné. Il y a eu les grosses périodes Pokémon. Après, il y a eu tous les Game Boy, la première PlayStation, PSP. Enfin, j'ai vraiment tout eu. Et en fait, à vraiment ce côté où moi j'ai commencé à faire des compétitions quand j'étais assez jeune. J'ai découvert les jeux en ligne à 15 ans, parce que ça n'existait pas avant, et avec la première Xbox 360. Et après, j'ai continué. Et en fait, moi j'aimais juste jouer, j'aimais juste partager. Et au tout début, quand j'ai voulu commencer, c'était juste pour montrer à mes potes, en mode, je crois que je suis pas mauvais sur le jeu, regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Et c'est parti sur ça, et ça a fait un peu un buzz sur les forums et tout. Et je suis parti sur cette base-là. Et tu jouais combien d'heures par jour? Pendant une très grosse période, c'était des bonnes sessions de 18 heures. Donc c'est-à-dire que ça me laissait pas beaucoup de temps pour dormir. Ouais. Et pour faire autre chose, je mangeais devant la télé. C'était vraiment un truc. Et c'était une période où ma mère bossait, donc elle savait pas que je jouais 18 heures par jour. Parce que j'allais te dire, tes parents dans ces cas-là, ils se disent quoi? Non, en fait, ils savaient pas que je jouais autant parce qu'elle bossait la journée et tout. Elle était pas là, j'étais solo à la maison. Et en fait, quand elle rentrait le soir, je faisais genre que je bossais, quoi. Ouais. Et après, je disais, je peux jouer un peu. Ouais, vas-y. C'était un peu de ce qu'il y avait déjà suivi toute la journée, donc voilà, c'était un peu ça, des très grosses périodes, ouais. Mais après 18 heures, c'est des trucs que tu fais quand t'es jeune. Hein. Même maintenant, à l'époque je faisais des nuits blanches et tout. Je fais une nuit blanche maintenant, il faut 2 jours pour m'en remettre. Hein. L'approche des 30 ans. Exactement. Ça commence à piquer les yeux. J'y arrive plus, hein. Je ne peux plus, vraiment, je peux plus. Et comment tu gères des relations sociales quand t'es 18 heures par jour? Parce qu'en fait, finalement, les seules relations sociales que tu as à ce moment-là, c'est des relations avec des gens, parce que tu jouais en réseau peut-être? Oui, bien sûr, ouais. Donc les gens dans ton casque avec qui tu parles, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup ça. Et c'est des potes avec qui je suis encore pote aujourd'hui, que j'ai déjà rencontrés et tout, et qui sont vraiment des potes que ça fait 10-12 ans que je connais. Virtuellement, parce qu'on s'est vu 3 fois en 12 ans, tu vois. Mais mine de rien, vous passez 15 heures par jour ensemble. Mais c'est clair que, tu vois, c'est quand même différent. Après, moi, j'avais pas mal de potes à Genève. Maintenant, j'en ai beaucoup moins. Mais je sortais quand même pas mal. C'est-à-dire que, quand je jouais beaucoup, non, mais c'était pas tout le temps. Hein. Ça arrivait peut-être... ça a dû arriver peut-être 2 mois où je jouais vraiment 18 heures par jour, sur toute ma période de gamer, tu vois. Et en vrai, j'avais encore des potes et tout, mais après, chacun fait sa route, et c'est surtout que moi, mes potes à Genève, on est routes à l'opposé de la mienne, quoi. Ils sont tous avocats, financiers, banquiers, moi je suis en mode, oui, je fais des vidéos. donc c'est vraiment le truc proposé. Je fais de la création de contenu sur les internets. Exactement, et du coup, j'ai ma meilleure pote, qui est ma meilleure pote depuis 15 ans à Genève, qui elle est avocate, et tu vois, on arrive quand même à discuter de tout ça, et c'est hyper intéressant, parce que c'est vraiment des mondes, entre guillemets, opposés.
Et voilà, mais c'est vrai que c'est sûr que quand tu joues beaucoup, tes vrais potes sont ceux avec qui tu joues, quoi. Mais il y a eu le projet de la Gaming House, qui était en fait une maison dans laquelle vous étiez plusieurs gamers, et là pour le coup ça te permettait d'avoir des interactions sociales avec des gens qui en plus faisaient le même métier. Mais c'est ça, mais c'est surtout qu'en plus la Gaming House, je les ai fait avec mes potes que je connaissais depuis 10 ans. Ah, et en fait, d'accord. donc c'est vrai qu'on a vraiment vécu ensemble pendant 8 mois, et c'est là où tu te rends compte que discuter avec quelqu'un à travers un micro et vivre avec, c'est oui, parce que pas le même ça, délire. c'est vrai que c'est un truc... C'est quand même une énorme coloc en fait. C'est une Entre mecs, en plus. c'est un bordel. Parce que c'était vraiment un truc où en gros on avait une baraque. Alors on avait une baraque gigantesque. On avait un truc de 300 mètres carrés à Levallois. Genre on avait une salle dédiée, on avait chacun une chambre. Enfin c'était vraiment un truc vraiment clean. Mais comment c'était payé ça ? Alors nous on avait un partenariat du coup pour cette Gaming House avec Microsoft pour créer, surtout Xbox, mais pour créer des contenus exclusifs pour Xbox, pour leur réseau, pour leur chaîne, etc. Et on streamait évidemment exclusivement sur Xbox. Et on avait du coup le loyer qui était payé et toutes les vues et les vues vidéo et vues live qu'on faisait, c'était pour nous du coup. Ça nous rémunérait, donc ça c'était plutôt cool et ça couvrait tout, ça couvrait loyer et bouffe et tout. Donc c'était vraiment, on était tranquille quoi. Vous étiez là, vous veniez, c'était tout ce qu'il fallait faire. C'était une grande maison de dado quoi. On faisait que de jouer. Et après ça a été vraiment le bordel parce que du coup on avait plein de potes qui venaient se retrouver à 20 dans la baraque, etc. Enfin c'était vraiment un truc, un bordel quoi. Et puis il y a eu l'arrêt de ta chaîne gaming, donc la chaîne Wartech. Alors là, ça a été quand même un gros tournant dans ta carrière parce que là, t'es parti sur un truc complètement opposé. Pourquoi est-ce que tu t'es dit que t'allais arrêter le gaming ? Parce que en fait, c'était surtout, les gens me suivaient. J'avais beaucoup d'abonnés sur ma chaîne gaming. J'avais 1,4 million. Je suis arrivé jusqu'à 1,4 million. Mais en fait, si tu veux, il y avait vraiment cette je manquais entre guillemets d'identité parce que les gens me suivaient pour le jeu et moi j'étais en gros le mec qui savait jouer derrière, tu vois. Mais ça pouvait être moi, ça pouvait être un autre. C'était globalement, on était un peu tous pas les mêmes. On avait chacun nos spécificités, mais si tu veux, les gens me connaissaient pas. Ils me connaissaient à travers un jeu et j'avais vraiment ce truc où je me suis dit en fait, je dépends d'un jeu parce que le jour où le jeu marche plus, je marche plus quoi. Et en fait, je me suis dit ok, j'ai envie vraiment de faire une scission. Il faut que les gens sachent qui je suis. Et en fait, c'est là où je me suis dit, en plus, le jeu vidéo m'intéressait plus, le jeu marchait de moins en moins. Je me suis dit, c'est soit en fait je passe à autre chose, soit j'arrête, quoi. Et c'est là où je me suis dit, qu'est-ce qui est en gros l'opposé et où est-ce que je peux aller chercher une nouvelle communauté qui n'est pas des gamers entre 13 et 18 ans. Et j'ai voulu me lancer un peu sur ce côté vlog qui, à l'époque, était un truc vraiment plus féminin, youtubeuse, quoi. Et j'étais un des seuls mecs à m'être lancé là-dessus. Et je me suis dit, on va essayer. C'était un gros pari, parce que je m'étais dit vraiment, si ça marche, ça marche. Ou autrement, j'irais bosser parce que j'avais eu à l'époque une offre d'emploi chez Xbox pour m'occuper un peu de toute la partie digital content, etc. Et c'était un truc que j'avais refusé parce que je me lançais sur les vlogs. Ah, donc tu avais quand même une espèce de backup en disant au pire des cas, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Je me suis dit, si ça marche pas, j'essaierai ça. Mais c'est cool d'en parler parce que tu vois, il y a beaucoup de gens, je trouve, sur les réseaux qui parlent des créateurs de contenu en disant oui, si YouTube ferme, vous n'êtes plus rien. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, tu montres bien et tu prouves bien que quoi qu'il, tu peux retrouver quelque chose. Il y a quand même, si tu veux, même si YouTube ferme, YouTube ferme, les réseaux, etc., tu as quand même une expertise entre guillemets. Moi, ça fait quand même 10 ans maintenant, tu vois, où tu as quand même une expertise marketing, que ce soit digital ou autre, tu comprends comment ça marche sans avoir fait d'études dedans, tu vois. Et c'est ça que je pense, c'est une vraie valeur ajoutée parce que ça t'apprend des choses sur le tas, quoi. Et c'est hyper intéressant et ça, je pense que ça a une valeur, vraiment. Est-ce que tu as senti une frustration de la part de ton audience d'arrêter le gaming et de partir sur autre chose ? Parce que dès que tu lances des FAQ, souvent sous tes photos et tout, on te demande est-ce que tu vas reprendre le gaming ? Est-ce que Wartech va revenir ? Alors là, tu fais un peu de live Twitch, donc je pense que ça comble un peu cette frustration parce que tu le fais juste occasionnellement, quand tu as envie, vraiment du kiff, pas produire du contenu quotidien. Voilà. Comme Squeezie, un jour d'ailleurs, je me souviens, qui avait dit qu'il arrêtait de faire des vidéos tous les jours parce que c'était trop. Ah oui, c'est trop. C'est trop, quoi, tu peux plus. C'est trop, parce que je l'ai fait aussi des vidéos tous les jours. Là, quand j'avais fait mes vlogs, j'en ai fait 200. Tous les jours, c'est trop. C'est vraiment, en fait, ta vie est orientée autour de ta journée, de ta vidéo, et c'est dur. Et en fait, c'était vraiment ce côté où. Quand tu crées du contenu, tu as envie de faire un truc qui te fait kiffer. Et moi, vraiment, le côté gaming me faisait plus kiffer. J'y reviens maintenant. Parce que tu sais, j'ai grandi et j'ai d'intérêt pour d'autres jeux, tu vois. Je continue à faire un peu de Call of, mais si tu veux, j'ai pas 18 heures par jour de Call of Duty maintenant, c'est impossible. Ouais. C'est genre je joue. Les petits yeux, monsieur. Les petits yeux, c'est commencé à être fatigué. Mais c'est vrai que tu vois, genre si je pourrais pas jouer, je pourrais même 10 heures, je pourrais pas, tu vois. Genre si je joue 2 heures, 3 heures,
je suis bien, je commence à avoir mal au crâne, ça va, tu vois. Mais en fait, les gens me demandent toujours si je vais revenir. Mais en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce que c'était à l'époque, ça ne le sera plus jamais aujourd'hui. Parce que c'était une autre époque, parce que c'était une autre ambiance, parce que quand on faisait ça, on était les premiers à le faire, parce que les jeux étaient exceptionnels, ils ne le sont plus aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui changent. Après, à la fin de l'année dernière, j'avais relancé un peu ma chaîne Wartech, j'avais fait une vidéo où je disais Wartech is back, entre guillemets, parce que je relançais les lives. La vidéo a fait 400 000 vues quand même, alors que ça faisait 3 ans, 4 ans que j'avais rien posté. Mais je me demande même si tu n'avais pas terminé en top tweet. Ah oui, j'étais en top tweet avec Wartech, c'est vrai. J'étais en top tweet et c'est vrai que du coup j'avais relancé les lives, j'avais dit aux gens j'en ferai un par mois. Et en fait, la récurrence pour des lives, un par mois c'est trop peu. Tu peux pas, t'es obligé de faire au moins un par semaine et ceux qui veulent vraiment les mecs qui sont streamers à plein temps, ils font tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où les gens attendaient ce qu'il y ait du nouveau du contenu sur cette chaîne, ils l'ont pas eu et là ils ont de nouveau eu une frustration que je ne voulais pas créer. Donc je suis en train de réfléchir que si cette année, là en fin d'année, j'en fais un petit peu plus, peut-être que je remettrai ce qu'on appelle des replays de live, voilà, sur la chaîne pour créer du contenu sur la chaîne Wartech. Ouais. Donc peut-être qu'il y aura un peu plus de contenu, mais ce sera jamais comme à l'époque où je sortais 3 vidéos par semaine, quoi. C'est sûr que non, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, avant d'être créateur de contenu, tu es aussi abonné. On va en apprendre un petit peu plus sur ce que tu aimes, les vidéos, les comptes Insta que tu aimes, dans un petit jeu. Donc je vais te poser des questions, puis tu vas me répondre avec ce qui te plaît comme chaîne ou comme compte Insta. On vous met tout ça dans la barre d'infos pour retrouver les petites recos d'Anil. Allez. Alors, la dernière chaîne à laquelle tu t'es abonné? La dernière chaîne, alors c'est une fille qui s'appelle Genizer, je crois, si je me trompe pas dans le nom. En fait, c'est une fille qui fait des customs sur sneakers. Ouais. Et vu que moi, j'en ai pas mal de paires, etc. J'en ai 50. Je me suis dit, c'est intéressant d'avoir ce côté où tu peux customiser toi-même une paire et tout. Bon, j'ai essayé l'expérience en vidéo, ça s'est très mal passé. Ça n'a pas du tout rendu ce que je voulais. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir ce côté, tu la personnalises, elle est à toi, plutôt qu'avoir une paire que tout le monde peut avoir, entre guillemets. Ouais. Et j'aime bien ce concept-là, donc je crois que c'est ça mon dernier abonnement. Ouais. Ok. Ton compte Insta sneakers préféré? En fait, j'en ai pas un de spécifique, parce que je suis abonné à plein de trucs, tu sais, en gros, qui te donnent les annonces des nouveautés, etc. Je suis pas vraiment abonné à un mec qui fait plein de photos de sneakers. Je pense que c'est Camino TV, d'ailleurs j'étais chez eux hier soir, mais parce qu'en fait c'est eux qui genre m'informent sur toutes les nouvelles collabs, toutes les nouvelles sorties sneakers, tous les trucs comme ça, et je pense que c'est un des trucs qui me tient le plus au courant, donc je dirais eux, ouais. Ça je le vois sur Twitter, là, dès qu'il y a des nouvelles sorties que t'es pas sélectionné. Ah ouais. J'ai découvert ça avec toi, parce que moi j'y connais rien au monde des sneakers, et je vois qu'à chaque fois Anil il poste des trucs de genre recalé. Ah non mais en fait ce qui est... En fait c'était sur liste d'attente, c'est ça, pour avoir des sneakers? Attends, mais c'est pire que ça. En fait si tu veux, c'est une application qui s'appelle Sneakers, qui est l'application de Nike. Okay. Et t'as plusieurs applications comme ça. En fait, tu t'inscris à une rafle, c'est ce qu'on appelle une rafle, pour avoir la chance d'acheter la paire. D'accord. C'est pas offert, t'as juste la chance de l'acheter. Et en 2 ans de participation, je n'ai jamais été sélectionné une seule fois. Mais il faut faire quelque chose, ah non, Mike, mais je peux pas. C'est genre vraiment, c'est incroyable, mais c'est vraiment 100% de la chance. Mais tu vois, JB par exemple, qui est un très bon pote, que tu connais, il est souvent sélectionné lui. Bah écoute, il y a peut-être qu'il connaît quelqu'un. Ah, je sais pas. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà. Celui ou celle que tu rêves de rencontrer? C'est un mec que je trouve hyper cool sur les réseaux, que tout le monde connaît, c'est The Rock, Dwayne Johnson, parce que je trouve que c'est un mec qui a l'air genre hyper nature, tu vois, genre il poste plein de trucs. Je me souviens toujours, il a posté une vidéo sur un tournage, il dit aujourd'hui ça s'est un peu mal passé, le tournage et tout, et genre il descend la caméra, et genre il a le doigt pété comme ça. Et c'est genre vraiment le mec qui genre s'en fout, genre c'est une masse, il fait genre 200 kilos. Il porte bien son blesse quoi. C'est ça, The Rock quoi. Et en fait c'est un mec qui est hyper inspirant, je trouve, sur ce qu'il communique, il parle de sa famille, il parle des valeurs, etc. Il explique comment il en est arrivé là, et c'est un mec qui a l'air hyper humble, donc ça m'intéresserait vachement de le rencontrer quoi. Peut-être un jour. Écoute, The Rock, n'hésite pas si tu regardes cette vidéo. Go hein. Celui ou celle dont le style vestimentaire te plaît le plus? En fait c'est pareil, j'ai pas vraiment, en fait j'ai peu de personnes, je me dis lui il me fait kiffer, c'est vraiment des comptes en fait qui partagent plein de looks, soit street, soit les looks un peu très japonais, très asiatiques, j'aime beaucoup. Ça m'irait pas du tout à moi, mais c'est vraiment ce truc un peu tout oversize avec la grosse chaîne, avec le petit col de chemise et tout. Je trouve que c'est des looks qui sont hyper cool à regarder. Après, il y a pas mal de comptes de marque que je suis aussi. Mais c'est plus les comptes un peu, tu sais, Ice Nobietti, comme ça, qui posent des looks, qui posent des idées. Donc, c'est plus des comptes comme ça. J'en ai pas un spécifique, c'est vraiment global, quoi. Celui ou celle dont les montages t'impressionnent le plus? Parce que t'es quand même très calé montage. Hein. Là, si on parle de toutes les vidéos voyage, au niveau du montage... C'est vrai que en 10 ans, j'avais calculé l'autre jour, j'ai monté plus de 1000 vidéos.
Parce que quand je faisais les daily vlogs, je les montais tous moi-même. Et en vrai... alors attends, quali montage, je vais réfléchir. Alors c'est un mec, alors ils sont deux, enfin c'est un peu le même style. Un mec qui s'appelle Sam Colder, qui est un mec qui fait des vidéos de voyage, et il y a un autre mec qui s'appelle Mr. Brim North, qui est en gros un de ses cadreurs, et qui lui-même fait des vidéos de voyage. Okay. Et en fait il fait des vidéos genre 100% drone, 100% musique, 100% plan, et il a fait plusieurs vidéos, dont une sur la Mongolie, et qui a fait 2 millions de vues. Le mec a même pas 100 000 abonnés, mais la vidéo est incroyable, tous les plans sont exceptionnels, et c'est vraiment ce truc où ça me manque un peu, de faire ce genre de vidéo très très travaillée que je peux plus trop faire en ce moment. Et ça c'est un mec qui est impressionnant en montage, vraiment. Ouais, et puis ça te prend des heures de montage en fait, c'est ça aussi. Parce qu'en fait tout est synchronisé à la seconde près avec la musique et tout, et ça joue vachement. La dernière vidéo que tu as regardée? La dernière vidéo que j'ai regardée, c'était hier soir, c'était le nouveau concept de Morgan VS, QSEC, aussi style un peu interview, et je trouvais l'idée vachement cool parce que c'est un peu différent, ce côté où tu bouffes, tu discutes, c'est beaucoup plus, entre guillemets, tu vois, un truc que tu peux faire quand tu vas au resto. Genre. Et j'aime bien ce concept, et puis ce côté où il parle d'alcool et tout, normalement c'est un peu pas tabou, mais par exemple, tu vois, sur Twitch c'est interdit. Un peu touchy, ouais. Là-dessus, il l'amène bien, et j'ai trouvé le concept hyper cool. Donc, on vous mettra dans la barre d'infos si vous aimez les interviews. Là, c'était l'épisode avec, je crois, Pierre Cross, dont tu parles. Ouais. Il y en a eu un avec Kev Adams, c'est super propre, la prod est canon. C'est vraiment très bien fait. Ouais. Très très beau. Et ton compte Insta voyage préféré? J'en ai parlé avant, je pense que c'est Sam Colder, le mec justement qui fait des vidéos de voyage, parce qu'il fait vraiment ses photos, tu sais, très paradisiaques, très clean, et ça donne envie de voyager forcément, et il fait ça depuis très longtemps. Il a vraiment cette patte où t'as ce côté voyage très pur, très, comment on dit, très évasion, et sur son compte on le retrouve pas mal, et moi j'aime beaucoup son compte. Ouais. Okay. Bon, si je te demande tes recos voyages, c'est parce qu'aujourd'hui, le voyage, c'est vraiment au cœur de ton contenu. C'est vrai. Tu nous as fait un très très beau projet, là, il y a maintenant 2 ans à peu près, qui était les 7 merveilles. Est-ce que tu peux pitcher un peu ce projet pour les gens qui ne le connaissent pas, parce que je pense que tu seras le mieux placé pour en parler. Alors ce projet, c'était un truc, donc quand j'ai fini les vlogs, donc quand j'ai fait mes 200 vlogs, là, j'avais envie de passer sur quelque chose de plus qualitatif, et surtout du voyage, parce que déjà c'était un truc qui se faisait peu. On avait beaucoup de voyages sur Insta, entre guillemets, avec des photos, mais peu en vidéo. Et moi je voulais faire un truc vraiment quali, et je me suis dit ok, maintenant je veux avoir cette patte de mec qui fait du voyage et du vlog voyage, et je voulais faire un gros projet. Et donc en fait je m'étais renseigné pour faire justement ces 7 merveilles du monde. Donc il y avait les antiques et nouvelles. Donc antiques, c'est simple, il en reste plus qu'une, c'est les pyramides de Gizeh. Toutes les autres ont été détruites. Il y avait le phare d'Alexandrie, il y avait les jardins suspendus de Babylone, enfin tout ça n'existe plus. Et les 7 nouvelles merveilles sont celles qui sont votées en gros tous les 20 ans. Et c'est voté littéralement par les populations. Et du coup, je voulais faire ce truc-là, et je voulais vraiment faire un truc, garder cette patte un peu vlog, et faire un côté un peu plus historique pour un peu genre prof d'histoire, quoi, pour démocratiser un peu et intéresser les gens à pourquoi est-ce que c'est une merveille du monde, et pourquoi est-ce que ça a été décrété merveille du monde, et quelles sont les histoires derrière. Et c'est un partenariat, enfin c'est pas un partenariat, mais un projet qui s'est monté, qui n'aurait pas pu être possible sans un partenariat, c'est celui des avions. Et c'était un peu organisé en mode à l'arrache, parce qu'avec Clara, on avait discuté de ce projet fin 2017, et on s'était dit, globalement, si on n'a pas l'avion, ça va être très compliqué à réaliser, parce que il faudra... En gros, il fallait rentabiliser en faisant plein de partenariats, et je pense que ça aurait un peu pollué les vidéos. Et du coup, on a eu un partenariat incroyable avec Air France qui s'est signé entre Noël et Nouvel An. Genre, on est arrivé avec un projet en mode, voilà, on veut faire ça, on crée du contenu pour vous, ce sera des vidéos sur YouTube, sponsorisées et marquées Air France. On a juste besoin de voyager là-bas, quoi. Et du coup, on a eu tous les billets d'avion, ça faisait, je crois, 14 en tout. Ouais, 14 billets d'avion aller-retour. Pas mal. Pour toutes les destinations, donc ça économisait un bon paquet de sous, donc c'était vraiment un truc indispensable, je pense, pour réaliser le projet, quoi. Et au niveau des hôtels, du transport, des petits itinéraires, qui gérait ça ? Alors, il y a eu le côté où on a pu avoir quelques partenariats avec les hôtels, mais il y a aussi le fait que ma maman m'aide aussi sur toute cette partie-là. Elle bosse avec moi depuis 5-6 ans. Et en fait, elle a pas mal aidé avec Clara à chercher justement tous les hôtels avec qui on pouvait bosser, et aussi mettre des partenariats parce qu'on n'a pas pu toujours avoir des hôtels en partenariat. Et pour le transport, c'est pareil. Donc le but, c'était d'essayer de mettre un peu des partenariats, travailler avec des marques pendant le voyage pour pouvoir justement couvrir les frais. Parce que clairement, c'est pas un voyage
qui a été rentable, quoi. J'ai pas gagné d'argent, j'en ai pas perdu, mais ça m'a permis de créer du contenu de fou. Et voilà, donc on organisait un peu tout ça, on essayait de faire en sorte que ce soit bien, et puis les hôtels étaient aussi hyper intéressés, parce qu'il y a certains hôtels qui étaient vraiment... par exemple, un des hôtels que j'ai eu qui était incroyable, c'était j'ai l'hôtel Copacabana au Brésil, quoi. Celui qui est sur la plage, le fameux hôtel, et c'était juste trop bien, quoi. Ah oui, là, je crois que tu avais fait des plans de drones sur la plage. Exactement. Ouais, exactement. C'est très beau. Puis on va pas se mentir, c'est quand même très agréable. Ah, c'est quand même très agréable quand t'es dans un penthouse de 100 mètres carrés, quoi. Donc, là, effectivement, pour recharger les batteries après. Ah bah là, t'es pas mal, ouais. C'est vraiment très très cool, quoi, clairement. Aujourd'hui, avec la situation qu'on vit actuellement, donc la crise sanitaire, le Covid, pour ceux qui regardent peut-être cette vidéo dans quelques mois, j'espère qu'on est sorti de ce problème. Mais effectivement, comme tu as un contenu voyage où tu bouges, est-ce que ça a impacté ton taf ? Ah ouais, de ouf. En fait, si tu veux, t'as vraiment ce truc où ok, aujourd'hui, je pourrais continuer à voyager, mais ce serait, je pense, très irresponsable, dans le sens où aller à l'autre bout du monde, inciter entre guillemets les gens à voyager, alors que clairement, pour le moment, c'est vraiment pas le moment. Et oui, ça a impacté plein de choses, parce que j'avais pas mal de projets de voyage cette année, que ce soit avec ma copine ou autre, que ce soit de road trip. Pareil, le road trip, traverser les régions de France, je suis pas sûr que ce soit la bonne idée, quoi. Donc voilà, on avait des projets de voyage Japon, safari, enfin des trucs vraiment très très cool. Oui, même des voyages perso. Oui, voilà, même des trucs perso. Et pour le coup, tout est en suspens, quoi. Et c'est vraiment... c'est un peu compliqué, parce que même pareil pour les projets voitures, j'avais un truc avec les 24 heures du Mans, c'est à huis clos, on n'y va plus, quoi. Ouais. Pour ces domaines-là, ça a vraiment beaucoup impacté. Ouais. Tu parles des voitures parce que justement, ça fait partie aussi de ton nouveau contenu, l'automobile, les sneakers et le voyage. Tu bosses avec des très grosses marques quand même de voitures. J'ai eu la chance de travailler avec des très grosses marques. Ouais. J'ai travaillé avec Porsche, j'ai travaillé avec Ferrari, j'ai été invité par Lamborghini, enfin c'est des trucs vraiment... Qu'est-ce qui attire les marques selon toi ? Alors, pour le coup, je pense que c'est le côté un petit peu... déjà que j'ai plusieurs plateformes, soit Instagram et YouTube. Souvent, ils invitent que des Instagrammeurs, les marques un peu de luxe de voitures. Et il y a vraiment ce contenu où moi, j'essaie de faire des vidéos un peu, tu vois, le fait que j'ai fait des road trips, le fait qu'il y a ce côté voyage en voiture, je pense que ça a beaucoup joué. Et c'est des marques qui, pour avoir souvent discuté avec elles vraiment de leur stratégie, parce que qu'on se le dise, malgré que j'ai pas mal de gens qui me suivent, il n'y a pas quelqu'un demain qui va pouvoir acheter soit une Porsche, soit une Lamborghini, soit une Ferrari. Enfin, c'est des choses qui sont pas... c'est pas de l'instantané. Mais dans l'idée des marques un peu de luxe de voitures, c'est de se dire, ok, aujourd'hui on travaille avec lui, c'est du long terme. C'est-à-dire que si demain, il y a un mec entrepreneur qui réussit et qui monte une entreprise, il se dit, bon bah voilà, je me souviens de Porsche, il y avait une voiture cool, je me souviens de Ferrari, why not ? Et c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment du long terme. Oui, c'est de la visibilité marque sur du long terme. Ouais. Oui, on va pas te lâcher un code promo Ferrari, quoi. Voilà, c'est ça, ça risque pas d'arriver. Donc, et c'est vrai que finalement, ils communiquent peu avec des influenceurs, ces marques-là, j'ai l'impression. Est-ce que ça te change dans les briefs et dans ce que tu dois faire des marques plus traditionnelles ? Tu travailles aussi avec Gillette, il me semble. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Est-ce que les briefs sont différents dans la manière de fonctionner ? Je me doute que c'est pas la même création de contenu, mais est-ce que tu remarques des différences ou finalement c'est globalement la même chose ? Pas tellement. Ils sont... Enfin, il y a des marques des fois qui veulent vraiment tout vérifier, tout cadrer, ce qui est normal. Hein. Mais sur les marques de voitures, ça m'a vachement moins choqué. Sur Lamborghini, j'étais assez free. J'ai fait une vidéo YouTube de l'expérience qu'on a vécue et tout. Ils n'étaient pas très très regardants. Ils étaient. Je pense qu'ils ont confiance en leur voiture. Il n'y a pas ce côté où on ne veut pas que tu montres les problèmes techniques parce que ça n'est pas arrivé, quoi. Ouais. Donc non, c'était light et cool. Ouais. Et il y a un format vidéo que tu aimerais développer autour de la voiture que tu n'as pas fait encore ? Ouais, il y a un format que j'avais réfléchi, c'était un peu ce truc de pouvoir faire des VS en voiture, c'est-à-dire que tu testes une voiture contre une autre. Après, ça va pas plaire à toutes les marques parce que la voiture qui va moins bien marcher, c'est moins cool. Mais c'était vraiment ce concept de pouvoir le faire même avec d'autres youtubeurs ou d'autres personnalités. Et un peu ce truc de, je te fais tester cette voiture-là et on teste la comparaison en électrique, en thermique. Enfin voilà, il y avait un peu cette idée-là et qui, avec le Covid, a un peu tout freiné aussi. Donc j'avais des idées sur la voiture, mais j'ai jamais effectivement abouti un peu ce projet-là, quoi. Ok. Il y a quelqu'un avec qui tu partages une passion pour la voiture, c'est ton pote JB. Ah, et JB avait envie de faire partie de cette vidéo. Ah. Donc, JB m'a laissé un petit message pour toi. Alors attends. Une vidéo ? Une petite vidéo. C'est exclusif parce que JB n'est pas très à l'aise forcément avec l'idée de faire des vidéos. Moi, effectivement. Mais pour toi, mais c'est incroyable. Il t'a laissé une petite vidéo. Mais non. Dans la salle de bain. Écoute, j'espère que tu vas bien. J'espère que toi aussi, Alix, ça va. Quand Alix m'a demandé de faire une petite vidéo pour ton interview, je me suis demandé de quoi j'allais parler. Et puis je me suis dit que le plus
logique pour moi, ça serait de parler de ce que les gens ne connaissent pas sur toi. Oh non. Et je me suis dit que ton côté très second degré, on s'en rend peut-être pas compte quand on voit les photos que tu fais, les vidéos que tu sors, où tu es très sérieux. Peut-être les gens qui te suivent sur Twitch le voient plus. Mais je voulais parler un peu de ça, de ce côté très détaché que tu as par rapport à ton image et qu'on voit pas forcément quand on te suit sur les réseaux sociaux et qu'on ne te connaît pas. Donc, petite anecdote à ce sujet-là, au Mans, il y a 2 ou 3 ans avec Elliot, le petit tilt au bout de 8 ou 9 heures de course avec le bruit des voitures, où tu nous as fait une magnifique reprise du titre basané. Je sais pas si ça te parle. Je laisse Alix demander ce que c'est. Et salut tout le monde. Ah, c'est adorable. La transition est toute trouvée. En fait, alors pour l'anecdote, JB, c'est un mec que j'ai rencontré il y a 3 ans par hasard, parce qu'il bossait en agence, etc. Et en fait, alors il y a un voyage que j'ai fait aussi, j'ai été à Tchernobyl aussi, qui était une des plus grosses vidéos que j'ai fait. Et en fait, un de ses meilleurs potes à lui avait été là-bas. Et en fait, je l'ai rencontré aussi, on a continué à se voir par rapport à ça. Et en fait, c'est clairement devenu mon meilleur pote. Ouais. Et c'est lui qui m'a donné cette envie de sneakers aussi. Parce qu'au début, moi j'étais en mode, look c'est cool, les chaussures ça sert à rien. Et en fait, il m'a dit, mais t'es un malade, les chaussures ça change tout. Et en fait, c'est lui qui m'a lancé sur le truc. Et aujourd'hui, c'est devenu clairement mon meilleur pote. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est que quand j'ai switché du gaming à ce que je fais aujourd'hui, j'étais très lisse, je montrais pas vraiment ma personnalité. C'était vraiment en fait du contenu très lisse, quoi. Et c'est vrai que je suis un peu plus délire en vrai, je pense que Clara le voit aussi, mais je suis un peu plus fun que ce que je montre. Et oui, des fois, je pète des câbles, etc. Et c'est vrai qu'avec JB, on se marre bien. Et c'est un truc que je montre pas forcément. Et il a raison sur le côté live que je peux faire des fois sur Twitch. Je suis beaucoup plus nature parce que c'est du live, quoi. Et c'est moins cadré, moins chiadé, on va dire. Et du coup, je suis plus naturel. Et je suis comme ça, mais c'est vrai que les gens ne savent pas forcément. Lui, il le sait. T'aimerais bien essayer de montrer un peu ça, peut-être sur Insta, peut-être en story, peut-être... Je le fais un petit peu plus, un peu en story, mais on voit que je suis un peu plus drôle, etc. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça a toujours été ce truc où il faut que ce soit cadré. Dans ma tête, c'est comme ça. Et je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'en détacher. Je le fais un peu plus. Mais ouais, je sais pas. Oui, peut-être, j'aimerais bien le montrer. Ouais. Le but, c'est pas que tu te forces non plus. Mais non, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que naturellement, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça, mais pas sur les réseaux. Et je sais pas, c'est inexplicable. Écoute, peut-être que bientôt. Si quelqu'un a une réponse, un jour. Un petit one-man show, écoute, peut-être. Voilà, peut-être un jour. Une reconversion de carrière. Tu parlais de la mode, justement, que JB t'avait un petit peu orienté vers la sneakers. Est-ce que t'aimerais bien créer une marque ? C'est un truc qui forcément m'a traversé l'esprit à un moment ou à un autre. Je l'ai jamais fait parce que je pensais ne pas encore être légitime pour le faire. C'est-à-dire que la transition pour moi a été faite, mais elle n'est pas encore accomplie. C'est-à-dire que c'est un truc où ce que je fais aujourd'hui, je suis entre plein de secteurs, comme je te disais, donc voiture, voyage, sneakers, mode, voilà. Et en fait, si tu veux, c'est des idées que j'ai eues, etc. Mais je me suis dit, c'est peut-être pas le moment. Et du coup, ça n'a encore jamais abouti, mais j'aurais aimé avant peut-être faire une collection capsule avec une marque pour pouvoir aussi tester, savoir si c'est quelque chose qui peut vraiment marcher sur les gens qui me suivent. Et ça n'a pas encore été fait, donc j'attends un peu ça pour savoir si c'est quelque chose qui pourrait vraiment marcher et m'intéresser. M'intéresser, c'est le cas. Mais je veux pas me lancer dans un projet où je me dis, je lance ça et potentiellement, ça peut ne pas marcher. Tu as aussi l'exemple avec Romane, qui est ta copine aujourd'hui, qui, pour le coup, là, à l'heure où on parle, vient de lancer une seconde marque. Ouais. Donc, tu peux voir aussi un petit peu les coulisses de... Oui, bien sûr. Ah, oui, c'est pas mal, parce que ça te sert un peu d'exemple, et puis clairement. Tu vois la pression que ça peut engendrer. Et, comme elle taffe comme une malade, je le vois. C'est vraiment un truc de ouf, quoi. Et aujourd'hui, dans l'influence, puisque tu continues quand même à bosser sur Instagram, etc., on parlait tout à l'heure de Clara, comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble et quelle est votre relation ? Alors, ça va faire 3 ans 4 ? Ça passe vite, la vie. Ça va faire 4 ans, et en fait, c'est une relation qui est vraiment naturelle, genre on se parle de tout, je lui dis écoute là ça va pas, qu'est-ce qu'on fait, on réfléchit aussi sur des idées de vidéos quand c'est des collabs, quand c'est des vidéos dédiées, il y a vraiment plein de trucs et c'est vraiment un truc qui fonctionne bien. En fait on s'est rencontrés effectivement un peu plus de 4 ans, elle travaillait en agence donc c'était un truc qu'elle connaissait bien, les briefs de marque, etc. Et puis moi c'était le moment où justement j'étais en transition et je voulais partir sur quelque chose de plus mode. Et c'était vraiment la rencontre au parfait moment et ouais ça va faire 4 ans et
je sais pas, ça coule de source, tout se passe bien. On a fait ce projet des 7 merveilles qui s'est hyper bien passé. Voilà. Et quel est l'avantage pour toi d'avoir un agent indépendant plutôt que d'être signé dans une agence ? En fait, on m'a proposé souvent à l'époque ce côté agence, ce côté network aussi qui était beaucoup sur YouTube. Je trouve ça beaucoup plus humain en fait, de travailler avec une seule personne que, en gros, même si tu as une seule personne intermédiaire dans une agence, tu sais que tu as toujours un truc qui est un peu drivé, etc. Alors que là, avec Clara, je lui dis écoute, j'ai envie de faire ça, comment on fait ? Et on réfléchit à 2, des fois à 3 avec ma mère ou même Elliot avec qui je fais mes voyages. Et on met un truc en place qui me ressemble beaucoup plus plutôt qu'un truc un peu drivé. Et c'est ça que j'ai toujours voulu. J'ai toujours refusé, j'ai eu des propositions de Webedia, j'ai eu pas mal de trucs, mais ça m'a jamais attiré. Et c'est vraiment ce truc où on bosse juste indépendamment à 2 ou 3 maximum. Et ça se passe comme ça, et ça s'est toujours passé comme ça, et je préfère. Clairement. Il y a des marques qui sont venues te voir pour que tu travailles avec elles, mais pas en tant qu'influenceur, en tant que Anil et ton expérience des réseaux sociaux, de la com, pour bosser en interne, faire du consulting, entre guillemets. Il y en a eu un peu, ça a vraiment jamais abouti de ouf, c'était vraiment des petits trucs. En fait, parce que j'ai bossé longtemps avec L'Oréal aussi, pour toute la partie hommes, parce qu'ils ont peu d'hommes avec qui ils bossent. Et j'ai bossé, je crois, 4 ans avec eux. Et en fait, ils m'avaient un peu fait de consulting sur avec qui potentiellement bosser, etc. Donc on avait regardé un peu les profils, etc. Les activités qu'on pouvait faire, mais ça a été un truc vraiment un peu one shot, quoi. Et pareil un petit peu avec Porsche, des idées de trucs à faire, de projets à mettre en place avec Porsche, etc. Mais ça n'a jamais été vraiment ce truc où j'étais littéralement rémunéré pour donner mes conseils, quoi. C'était vraiment des trucs en haut, ça faisait partie un peu de notre collab et j'apportais un peu mes idées. Donc ça n'a jamais vraiment été un truc précis, quoi. Tu as une collab ambassadeur avec Gillette, dont on parlait tout à l'heure. Comment ça fonctionne pour toi, ces collabs ambassadeurs ? Est-ce que c'est au début de l'année, on te définit un budget et tu as tant de postes à faire, ou est-ce que tu factures ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors là, avec Gillette, c'est vraiment une collaboration sur la longue durée, c'est 6 mois. Ouais. C'est ça ? Plus ? 1 an ? Ouais, 1 an. Et en gros, si tu veux, c'est vraiment un truc où on définit au début, tout est défini dès le début. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a tant de nombre de posts, tant de nombre de stories. Et après, à partir de ce moment-là, au vu de l'actualité, on adapte les posts, etc., ce qu'ils veulent faire. Et c'est vraiment un truc qui marche comme ça. Et puis ça va faire la 2e année. On a fait 1 an, il y a une 2e année qui va arriver. C'est cool que ça a été reconduit, alors hyper cool. C'est positif, quoi. C'est que je pense qu'ils étaient contents. Moi, j'étais content de la collaboration. C'était un truc qui me correspond pas mal, quoi, le côté barbe et tout. Donc, c'est vraiment un truc hyper cool. Ouais. Et encore une fois, je pense, pour les créateurs, c'est que le côté collab à long terme, c'est aussi rassurant, tu vois, parce que ça te permet aussi, toi, de refuser vraiment beaucoup de projets et tout, parce que tu sais que, tu vois, il y a ce côté rassurant où tu sais que si c'est du long terme, c'est quelque chose qui te revient comme un salaire fixe, quoi. Oui. Et c'est pas ce truc où tu sais pas qu'est-ce qui va se passer avec la période en plus. Donc c'est vraiment rassurant, et puis c'est une collab qui a déjà eu lieu, donc je sais que la 2e année sera sensiblement sur les mêmes idées. Ouais. Donc c'est vraiment cool. Oui, que ça fonctionne bien. Ouais. Et il y a ce gros projet, finalement, pendant le confinement, il y a quand même quelque chose qui a vu le jour, juste à la sortie du confinement. C'est l'ouverture de l'Ultimo, donc il y a un restaurant que tu as ouvert avec ta famille. C'est ça. Alors, dans ce que tu en as expliqué, tu as dit que tu avais pris part à ce projet, mais je voudrais vraiment savoir quel était ton rôle là-dedans. Est-ce que tu as des parts dans le restaurant ? Comment tu agis ? En fait, alors, dans ce restaurant, donc c'est une idée de mes parents à la base, pour être totalement honnête. Et en fait, dans cette idée de restaurant, parce que mon père approche de la retraite et tout, il voulait faire quelque chose, parce qu'il ne peut pas rester à rien faire, quoi. Ouais. Et en fait, ce restaurant a vu le jour, alors si je ne me trompe pas, je crois en début de cette année, donc avant le confinement. Et moi, j'attendais le bon moment pour en parler. En fait, quand j'ai voulu attendre un peu que ça se développe, que ce soit bien tout implanté et tout, il y a eu le confinement. Donc du coup, j'en ai pas parlé là, j'en ai parlé après. Et en fait, moi, je suis impliqué là-dedans. Je fais clairement de la pub pour le resto parce que c'est mes parents. Et en fait, globalement, c'est moi le propriétaire du restaurant. D'accord. Mais c'est mes parents qui gèrent là-bas tout ça, qui s'occupent tout le restaurant. Donc, je suis impliqué, on va dire, sur une partie un peu plus faible. Mais tout ce qui est partie communication, toutes les photos un peu, j'aide sur toute cette partie-là. Et moi, ça m'éclate parce que ça marche bien et que mes parents sont contents, ils ont un truc. Et j'en ai parlé uniquement sur Instagram pour le moment. J'attendais de faire pareil, une vidéo YouTube un peu plus détaillée sur ça, qui va venir. Et voilà, donc c'est un projet qui est cool et qui, selon moi, était une évidence pour mon père qui a toujours voulu faire un truc dans la restauration. Donc, d'accord. Et à moyen ou long terme, tu aimerais ouvrir d'autres établissements comme ça ? Franchement, je sais pas du tout, parce que là, c'était vraiment dans un truc où mes parents se sont dit, on va tester. Et en fait, ça a vraiment bien marché. Je pense que le côté où moi, j'en ai fait de la promo
ça a attiré du monde, etc. Ça a intéressé des gens. Mais aujourd'hui, le restaurant est littéralement vraiment bon et c'est devenu un peu une référence pour les pâtes à la truffe à Genève. Donc les gens, donc les gens y vont et c'est vraiment le bouche à oreille qui marche aussi très bien. Et après, est-ce que c'est quelque chose à continuer ? Je sais pas, parce qu'en vrai, comme je dis, moi je suis pas vraiment impliqué parce que j'y vais de temps en temps à Genève. Et quand j'y vais à chaque fois voir tout ça, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je sais pas du tout, mais pourquoi pas ? Ok. On va terminer par un petit jeu, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on papote, monsieur. Alors, on va faire un petit jeu qui s'appelle Storytime. Je vais te poser 2-3 questions. Tu vas me raconter la petite histoire qui correspond, ok ? Ok. La plus grosse peur de ta vie, la plus grosse peur que tu aies eue ? La plus grosse peur, faut que je réfléchisse. Parce qu'en vrai, j'ai eu une vie globalement tranquille. J'ai rarement eu peur. Qu'est-ce que j'ai eu ? En vrai, je pense que ça va être un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais plus jeune. Parce que pour l'anecdote, en Suisse, on avait le droit, donc moi j'avais le droit à 16 ans, de conduire des voitures bridées à 45 km/h. D'accord. Et pour ça, on passait un permis tracteur. Voilà. Donc, parce qu'il n'allait pas plus vite que 45. Donc, on avait passé, à l'époque, j'avais passé un permis tracteur. Et j'ai eu un accident, j'avais une Smart. Et j'ai eu un accident dans une route, j'allais tout droit. Et le mec s'était garé sur une place en X, il avait une place en face, il a. Et moi, j'arrivais à 45, pas plus vite. Ouais. Et du coup, j'étais jeune, tu vois, j'avais 17 ans. Premier accident de voiture à 17 ans, tu te dis. Et ouais, c'est un des trucs, je m'en souviens très bien et je m'en souviendrai pendant un moment. Et t'as eu des séquelles physiques ? Non, aucune. J'ai eu beaucoup de chance. C'était un petit accident. J'ai quand même déchaussé un pneu, donc c'est pas rien. Et la voiture était défoncée. Mais non, j'ai rien eu. Les airbags sont sortis, tout allait bien, mais ça marque. Ça marque, tu vois. À 17 ans, la première fois, très bien. C'est ça. Ta rencontre la plus chelou, bizarre avec un ou une abonnée ? Oh là. Alors, c'est très déplacé en plus de ça. En fait, à l'époque où je faisais encore du gaming, je faisais les conventions comme la Paris Games Week, etc. Je me suis fait draguer par une fille de 14 ans. J'avais 23 ans. Donc c'était très très déplacé. Comment tu les recales dans ces cas-là ? C'est un moment, en plus t'as peu de temps de réaction, tu vois, donc c'était en mode... je me souviens même plus, je crois que je lui ai dit non, ça ira, et je suis parti. Tu vois. Non, merci. Non, mais genre vraiment, c'était un peu ça, quoi. Là, j'ai lancé ce truc. Un regret professionnel, une OP qui a été annulée ou un partenariat qui s'est un peu mal déroulé ou En vrai, les partenariats qui sont mal déroulés, il n'y en a pas eu. Je pense que le regret, alors que j'ai un peu, c'est de revenir sur cette histoire de Gaming House à l'époque. Parce qu'en fait, ça a duré 8 mois. Parce qu'en fait, si tu veux, il y avait ce truc où la Gaming House, encore une fois, était totalement collée à Call of Duty et les contenus qu'on pouvait créer étaient pas mal autour de ça, parce qu'en plus, c'était une exclusivité Microsoft, donc ça collait bien. Et en fait, le jeu perdait en hype, et du coup, Microsoft perdait en budget par rapport à ce jeu. Et du coup, ils ont eu plus moins sponsoriser la Gaming House, et c'est pour ça que ça s'est arrêté. D'accord. C'est un peu ce regret-là que je me suis dit, on aurait dû peut-être se diversifier sur le type de contenu et le type de jeu. Ça aurait peut-être permis qu'elle dure un peu plus longtemps. Et ça, c'était un peu le truc que j'étais en mode... Si ça n'avait pas été avorté, tu aurais bien aimé continuer. Exactement, un peu. Ouais. Parce que c'était un peu pas une défaite, mais c'est un truc j'aurais aimé kiffer continuer. Ouais. Et ta rencontre la plus marquante avec une star, une personnalité ou quelqu'un que tu admires beaucoup ? Alors ça c'est assez simple. J'ai rencontré Casey Neistat. Je sais pas si tu vois qui c'est, le fameux vlogueur américain. Ouais. Et je pense que dans ma vie, j'ai rarement été fan de quelqu'un, mais je pense que de ce mec-là, c'était le cas. Et parce que moi, je faisais du vlog aussi, il a été hyper inspirant dans ce qu'il faisait. C'est toujours des contenus que t'es en mode, tu regardes, t'es en mode, il est trop fort. Et j'avais été littéralement l'attendre en bas de son bureau comme un fanboy pour faire une photo. Je lui avais offert une barre de Toblerone et puis j'ai un vlog où je suis avec lui et voilà. Et c'était vraiment une des rencontres qui m'a le plus marqué parce que le mec était... En fait, à l'époque où je l'ai rencontré, j'avais plus de followers que lui sur Twitter. Et en fait, je le suivais et quand il m'a vu, il m'a dit « mais je t'ai déjà vu quelque part ». Donc c'était... genre quand même fou, tu vois, parce que le mec est genre vit à 200 km/h et il m'a dit je t'ai déjà vu quelque part. Il m'a après envoyé un DM sur Twitter en mode merci de la rencontre, et vraiment un mec hyper cool, quoi. Et ouais, je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, ouais. Bon, écoute, ça me fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un petit teasing là pour terminer de ce qui va arriver sur l'année, des projets que tu as prévus ? Là, sur la fin d'année, c'est un peu plus tranquille, pour être très honnête, comme je te disais, en cette fin d'année, mais voilà, il y a ce côté où le live, notamment sur Twitch, moi, m'intéresse beaucoup. Pas forcément sur du jeu vidéo, mais j'essaie de varier les contenus qui sont un peu lifestyle. Je parle de fringues, je parle de sneakers. Des fois, je fais du live shopping et tout, qui marche hyper bien. Les mecs s'intéressent, les filles s'intéressent et tout. Donc, on fait un peu ça, et ça va être un peu ça. Je pense que la fin d'année va être un peu tourné live. Et puis, d'autres projets de vidéos qui arrivent. Là, j'ai fait une vidéo sur les 1 an de ma Tesla, qui intéresse pas mal de gens parce que c'est assez nouveau. Donc, voilà. Une fin d'année tranquille pour mes 30 ans. Bon. On sent la déprime dans ta voix quand tu dis ça. 30 ans, ça va être dur. C'est dur, le cap est dur. Je pense que c'est dur, ouais.
Ouais, j'ai pas hâte. Bon, il y a une petite tradition à la fin de l'interview, c'est que tu me dises qui est-ce que tu aimerais voir à ta place. Tu passes le flambeau pour que quelqu'un vienne nous rendre visite et papoter. Alors tu me dis que t'as pas fait beaucoup de makes. Non. Moi, je trouve qu'il pourrait être hyper intéressant, c'est d'inviter un ami et un mec que je trouve génial, qui s'appelle Domingo, qui s'appelle Pierre-Alexis Bizot, qui est un streamer, hyper entrepreneur, qui a entrepris plein de trucs que moi je connais presque depuis 10 ans, et qui est un des top streamers en France. Et je pense que ce serait un aspect bien différent et vraiment ancré dans le jeu vidéo et dans les projets à côté. Ouais, j'aimerais beaucoup. Parce que c'est un mec hyper cool et je pense que ça te plairait. Eh bien écoute, l'invitation est lancée. Hein. Voilà. Bon, je te remercie. Il y a tous les réseaux sociaux d'Anil qui sont affichés là dans la barre d'infos, tout ce dont on a parlé, les comptes Insta, les comptes sneakers et compagnie, tout ça c'est dans la barre d'infos. Nous, on vous fait des très très gros bisous et on vous retrouve bientôt. Ciao!